Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Tête à Clash. 4 invités, Romain Guérin, Tariq Dali, Laurent Arthur Duplessis et Patrick Ivard. 3 sujets, Spoutnik, le fameux vaccin russe, les régionales avancées, déplacées, qu'est-ce que vous en pensez? Et tentative d'union à gauche, tentative d'union à droite. Allez, on commence. Spoutnik 5, le fameux vaccin russe, est-il pour vous un instrument d'influence russe, bien ou mal utilisé? C'est la question de ce premier sujet. Et je me tourne vers Laurent Arthur Duplessis. Alors, Laurent Arthur Duplessis, c'est un essayiste, c'est un auteur, et il vient de commettre un livre. Alors, il est vraiment sorti des presses il y a quelques jours à peine. C'est un sujet, le sujet de ce livre, c'est Erdogan. Mais Laurent Arthur Duplessis, moi là, je vous interroge sur la Russie, Spoutnik et le jeu que fait Poutine de ce vaccin. Alors, c'est surtout le jeu que font les Occidentaux contre Poutine. Pourquoi ? Parce qu'en effet, on trouve une asymétrie flagrante entre la précipitation avec laquelle les vaccins occidentaux ont été accrédités par les hautes instances de surveillance médicale et la lenteur avec laquelle on examine le cas de Spoutnik, le vaccin russe. Et il faut savoir une chose, c'est que la recherche médicale et le niveau de la recherche fondamentale en matière de médecine et de pharmacie en Russie est très élevé, extrêmement élevé. Et de manière générale, le niveau des scientifiques russes est extrêmement élevé. C'est une tradition russe. Hein. Et le vaccin Spoutnik est tellement attirant qu'Angela Merkel, dont on ne peut pas dire qu'elle soit une poutinophile frénétique. Hein. Même s'il existe des liens entre la Russie et l'Allemagne avec les fameux gazoducs. Comment n'y en aurait-il pas des liens entre la Russie et l'Allemagne, étant donné le voisinage de ces deux pays, et étant donné les intérêts allemands en matière énergétique, qui poussent à Nord Stream 2 doublant Nord Stream 1, puisque Angela Merkel a fermé les centrales nucléaires allemande et que... je suis en train de vous lancer sur le gaz. Voilà. Non, mais c'est lié. Non, mais c'est lié tout ça. C'est-à-dire que c'est lié tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une géopolitique des vaccins comme il y a une géopolitique de l'énergie. Bah, c'est lié. C'est lié. C'est le ciment. Et on voit bien qu'il y a une propagande en Occident qui est dans la main très largement des Américains et qui fait obstacle à Spoutnik parce qu'on voudrait quand même pas que l'affreux Poutine puisse nous vendre des vaccins salvateurs. C'est quelque chose que l'esprit occidental américanisé ne peut pas concevoir. Et du coup, on voit quand même que 2 grands pays passent outre à cet oukase washingtonien, c'est l'Allemagne et l'Italie qui commandent du Spoutnik. Qui commandent, mais la question, je vous arrête, c'est qu'ils commandent, ils peuvent commander ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas livrés. Parce que les Russes eux-mêmes sont peu livrés. Mais ce qu'on dit jamais, tellement on est sous l'emprise d'une propagande dans tous ces médias-là, c'est que les Russes ne disent pas qu'ils vont fabriquer, ils disent qu'ils vont déléguer la fabrication aux pays acheteurs. Et les pays acheteurs ont d'énormes capacités de production, que ce soit la France, l'Allemagne et d'autres, l'Italie, etc. Donc, les Russes, eux, sont tout à fait obligeants dans ce domaine. Ils disent, nous, on vous donne la licence pour fabriquer. Donc, ce n'est pas un obstacle. Romain Guérin, vous avez quel regard sur cette histoire moi qui suis plus un littéraire, déjà je vois que la réponse vous êtes essayiste, hein. plutôt écrivain, donc je m'attache aux mots. Et bon, vous avez passé un peu rapidement sur le nom lui-même de Spoutnik 5, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une volonté géopolitique de la Russie? Donc déjà de toute façon forcément, mais déjà là je pense que c'est assez symbolique, c'est que vous avez passé rapidement sur qu'est-ce qu'est Spoutnik 5. Ça a été, il me semble, pendant la guerre froide, une
pendant cette guerre un peu des étoiles, largement perdue par la Russie. Hein. Oui, mais pour Sputnik 5, ça a été pour la Russie. Il me semble que je suis pas un spécialiste de l'histoire, j'ai une très mauvaise mémoire, mais il me semble que c'est le premier vol habité où ils ont pu récupérer. Enfin, ça a été. C'était le nom d'un satellite. C'était le premier satellite en 1957. Mais il me semble qu'ils ont mis dedans. Il n'y avait pas. Il me semble qu'il y avait des. Oui, peut-être. Oui, pas le Sputnik. Pas celui-là. Enfin, bon, non, je crois pas. Vous parlez du fameux chien. Laïka. Non, mais alors, comme je vous dis, j'ai une très mauvaise mémoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas appelé ça Vodka 12 ou Chapka 32. Pourquoi il lui aurait donné ce nom de Sputnik alors ? Eh ben justement, c'est déjà en référence parce qu'il est déjà connu. Avant d'aborder ça, c'est qu'on voit déjà que de la part de la Russie, il y a déjà une volonté effectivement de symbole. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appelé ça, comme je vous ai dit, Vodka 32. Et je pense que dans un concept où on est ce que j'appelle le pop-off bashing, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui c'est insupportable. Et je trouve que le russe est très patient, sans moi personnellement défendre la Russie à corps et à cri, parce que de toute façon les Russes protègent leur propre intérêt, peut-être ce qui déplaît finalement au système mondialiste. Mais comment ils le protègent ? Puisque Laurent Arthur Duplessis nous dit que ce vaccin conçu par les Russes, homologué en Russie extrêmement tôt. Ça a été le vaccin homologué par un pays le plus tôt. Il a été homologué de mémoire en août 2020. Oui, donc quelques mois après le début de là, ils ne protègent pas puisqu'ils sont prêts à le faire fabriquer par d'autres. D'accord, mais il a déjà le mérite d'exister. Parce que nous qui avons une grande gueule, et surtout une grande gueule comme mondialiste, comme notre seigneur Emmanuel Macron, nous, des 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, on est les seuls à pas en avoir. On est le seul pays à pas en avoir quand d'autres, la Chine, en ont 6, quand les États-Unis, par différentes collaborations, en ont plusieurs, et vous avez les Russes qui en ont. Et même si, c'est ce qu'a dit monsieur à l'instant est très juste, c'est-à-dire qu'on a vraiment une image atroce d'Hollywood, de James Bond en passant par Rocky. C'est-à-dire que pour nous, la Russie, c'est plus des fabricants de poison que de vaccins. C'est plus des gens où on voit l'image de sous-marins nucléaires dans des rades que des gens qui sont avancés. Et je pense vous pensez que c'est ça qui fait que les Russes, je vais céder la parole à Tariq Dali, c'est ce qui fait cette mauvaise image des Russes, fait que l'accueil de Sputnik par toutes les autorités européennes serait mauvais à cause d'Hollywood. Oui, je pense c'est un peu léger, non ? Non, mais je pense qu'il y a des vrais préjugés et qui sont en plus mal, comment dirais-je, dirigés, parce que quitte à avoir des préjugés, autant aller au Qatar, autant aller voir même la Chine, mais je ne vois pas tellement Poutine, j'ai envie de l'appeler le grand patient, qui a d'ailleurs vacciné apparemment ses propres enfants sur le vaccin quand il était encore on va dire en test. Donc c'est vraiment une image qui est catastrophique de la Russie. Mais en ce qui concerne la France, je pense que c'est aussi une forme de jalousie aujourd'hui, parce que c'est un pays qui veut se redresser quand nous avons tout vendu, que ça soit nos industries, etc. Et je pense que de la part de Macron, c'est juste de la russophobie. D'accord. Tariq Dali. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. De toute façon, la question c'est est-ce que c'est un instrument de géopolitique de la part de Poutine ? Mais c'est d'abord les Occidentaux qui en ont fait un instrument de géopolitique, puisqu'à force de taper sur Poutine et à dire non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Rappelez-vous, vous avez dit tout à l'heure que c'était le premier vaccin à être homologué avant les États-Unis. D'ailleurs, accessoirement, on n'a pas cru non plus aux États-Unis parce que c'était Trump, je vous signale. Bon, donc il fallait taper sur Poutine, accessoirement sur Trump, et c'est eux, c'est les Européens qui en ont fait un instrument de géopolitique. De toute façon, toute initiative politique est de la géopolitique. Rappelez-vous les nageuses est-allemandes qui étaient dopées outrageusement, c'était pour damer le pion pendant les Jeux Olympiques. C'était de la géopolitique. La conquête spatiale, tout à l'heure notre ami en a parlé, on a appelé le premier vaisseau Sputnik, et c'est peut-être effectivement en référence à cela. La géopolitique, c'est quand même les Occidentaux, et singulièrement l'Union européenne, qui a donné à Poutine le moyen de dire voilà, je sais faire aussi bien que vous. Alors après cette histoire d'Hollywood qui fait qu'on continue à confondre Russie et URSS, effectivement, je crois qu'on peut dire que les États-Unis et globalement l'Union européenne et l'OTAN en général
continue à être dans une image de guerre froide. La Russie doit absolument être l'ennemi, etc. Donc effectivement... Comme si vous voyez que le dopage était l'apanage des Russes. Enfin, vous voyez un peu... les nageuses est-allemandes, c'était pas terrible. Non, mais ça, c'est... Justement, je parlais de Rocky, par exemple, mais c'était... Parce que je l'ai revu récemment, parce que dès que j'ai un petit coup de mou, je me mets Rocky parce qu'il y a quelque chose de très positif. Lequel, le 1, le 2, le 3 Surtout le 1, le 2, le 3, mais quand, par exemple, il va vers le russe, c'est vraiment l'inversion accusatoire, c'est-à-dire que les Russes seraient très technologiquement avancés et doperaient, et alors que les Américains, incarnés par cet immigré italien qui est Sylvester Stallone, lui, il va s'entraîner à l'ancienne, etc. Quand on voit Serena Williams, quand on voit les sœurs Williams à côté des joueuses russes, que ça soit, moi je n'ai pas les noms, mais on peut dire Seranova ou je sais pas quoi, elles sont toutes jolies, elles pourraient faire du mannequinat, ce qui n'est pas le cas des sœurs Williams. Je perds le contrôle de cette émission, nous passons de Rocky aux sœurs Williams, un peu loin de Spoutnik. Patrick Ivard. Oui, effectivement, quand on pense à l'Union soviétique, on pense à la conquête spatiale et à Spoutnik. Hein, c'est le premier vol pas habité, autant que je m'en souvienne. Enfin, j'étais pas né, mais c'est un satellite. Mais c'était le premier satellite, voilà, et le premier satellite qui a été lancé avant les Américains. Donc de ce point de vue-là, c'est une victoire de l'Union soviétique. Oui, c'est ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Mais le premier, c'est le premier satellite qui a été lancé par l'Union soviétique. Si on m'avait dit d'ailleurs qu'un jour je dirais pas du bien, mais pas loin de l'Union soviétique, franchement, là, j'y aurais pas cru parce que maintenant on est en 2021 et on est en train de faire référence de façon bonne, valable, à l'Union soviétique de 1958. C'est le monde à l'envers. Maintenant, c'est vrai que le mot Spoutnik a sans doute pas été choisi au hasard pour le donner un nom de vaccin. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à associer la Russie au Novichok plus qu'à un vaccin contre le coronavirus. Maintenant, c'est vrai que l'intérêt qu'on peut porter à ce vaccin, il est proportionnel à l'intérêt qu'on porte à la santé d'Alexandre Navalny. Ça, à mon avis, c'est pas dissociable. Quand vous parliez de géopolitique, tout est lié, que ce soit le gazoduc... Autrement dit, c'est une manière de distraire l'attention occidentale en la déplaçant de Navalny, du Novichok, des empoisonnements qui ont eu lieu, vers le vaccin, qui serait un événement positif, quelque chose de positif qui sortirait de Russie, c'est ça ? En fait, de mon point de vue, ça n'engage que moi, mais le vaccin russe est une manière de contrebalancer la mauvaise image qui peut-être est donnée de la Russie avec l'affaire Navalny et le Novichok. C'est une fiction. Enfin, je veux dire, on parle de Navalny. Le type est quand même non, mais c'est une fiction occidentale dans le sens prison en Sibérie. Et alors non, mais le nom, je veux dire, je crois que Poutine, parce que comme je vous disais, je pensais que les Russes, dans l'inconscient collectif, on se dit, ils sont forts au niveau des poisons et tout. Je crois que c'est même Poutine qui a dit, si c'était nous qui avions voulu empoisonner Navalny, il serait mort. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'on est en 2021 et on dit que le gouvernement russe n'est pas capable d'empoisonner correctement un opposant politique. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez incroyable. Dans un jet pour aller se faire soigner en Allemagne. Navalny, actuellement, c'est soi-disant un opposant politique qui est... il fait lui-même, je crois, une grève de la faim, etc. Très bien. Le jeune, moi-même, j'ai écrit un petit livret sur le jeune. C'est très bon. Je pense que ça va renforcer ses défenses immunitaires. Et peut-être qu'il va devenir moins con. Mais je pense... On pas le jeune avec la grève de la faim. Si. Moi, je veux bien. Le jeune, je le pratique. D'ailleurs, on en voit les faits. Ça se voit pas. Très efficace. Non, mais tout ça pour dire que il y a vraiment sans faire de voilà, moi j'essaye d'être un peu objectif. Je veux dire, le sort de Navalny par rapport au sort de certains leaders gilets jaunes qui ont perdu des yeux, qui ont perdu des mains, qui sont retrouvés du jour au lendemain, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'ils auraient été, on dit c'est un dissident, mais quelqu'un, un quidam. Où est-ce que vous m'amenez l'émission là ? Mais je suis en train de dire que il faut arrêter. Les sœurs Williams, Rocky, moi je vous ramène à Spoutnik, et où est-ce que vous êtes en train ? Il ne faut pas nous imposer les symboles. Quand on met Navalny sur la table comme quelque chose d'important, quand on regarde, on prend un peu de recul, je suis désolé, quand il y a une vraie révolte populaire qui au départ pour moi était vraiment une jacquerie qui était du fond du peuple, et quand il y a des gens, je veux dire, vous vous rendez compte qu'à l'époque, je sais que les Russes ont eu cette ironie un petit peu de dire vous nous donnez des leçons, n'empêche que ce que je vois, c'est que sur les Champs-Élysées, je vois pas juste Vuitton et McDonald's, je vois des mains arrachées, je vois des yeux arrachés, je vois des gens qui sont... Parce que là, on est en train de nous dire que là, il y a des manifestations qui vont arriver avant Poutine va prendre la parole. Mais il s'est passé quoi pendant les Gilets jaunes ?
Je veux dire, il y a eu des mecs qui sont allés en garde à vue préventive. C'est un nouveau concept. Non, mais je vous ramène au vaccin. Non, mais parce que moi j'ai des questions à poser à Laurent Arthur Duplessis. Okay. J'arrête. Il n'empêche, je suis sur l'instrument de géopolitique parce que quand même, il fonctionne cet instrument de géopolitique. Il a divisé l'Europe. On voit bien la Hongrie a commandé des vaccins et a d'ailleurs un peu vacciné l'Allemagne, la Tchéquie. Oui. L'Italie annonce, et Renaud Muselier a annoncé 500 000 commandes. Oui, Renaud Muselier, 500 000 commandes. Donc ça fonctionne quand même pour diviser l'Europe. Mais je dirais, ça fonctionne. Mais le but, ça fonctionne pour diviser l'Europe. Mais on prête aux Russes, en quelque sorte, l'intention initiale d'avoir été excellents scientifiquement pour diviser l'Europe. Non, ils ont été excellents scientifiquement pour faire leur boulot de savants russes remarquables. Et il se trouve que la conséquence, c'est que ça divise l'Europe. Mais je salue cette heureuse division de l'Europe. Je la salue. Parce qu'il serait temps que l'Europe se soustrait à cette influence américaine aliénante pour les intérêts des pays de l'Europe. Je ne parle même pas de l'Union européenne, qui est un ectoplasme dont on a vu toute l'ampleur à Ankara. Mais je parle des pays de l'Europe qui ont tout intérêt à resserrer leurs liens économiques, financiers, scientifiques, etc. avec la Russie. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés de matières premières. La Russie, c'est un potentiel scientifique énorme. La Russie, c'est un peuple cousin culturellement du nôtre et avec lequel nous avons énormément d'affinités intellectuelles et sentimentales. Ça, c'est votre côté gaulliste, hein, Vladivostok. Oui, absolument. À Vladivostok. Oui. Alors, et notre intérêt, c'est de nous rapprocher complètement des Russes. Et jusque dans cette histoire de vaccin, il y a l'ombre de Washington qui plane avec son soft power, avec sa propagande et avec ses vassaux en Europe qui sont des chiens de Pavlov qui lèvent la patte quand Washington leur dit de lever la patte. Ouais. Avec un paradoxe, c'est que ce vaccin russe, en fait, c'est la même technologie que l'AstraZeneca. Oui, c'est-à-dire un virus inactivé. C'est ça. Sauf que le vaccin russe, les Russes, qui sont très forts scientifiquement, comme je dis, ont mis énormément de segments de virus dans ce vaccin, qui a donc un spectre extrêmement large, et c'est bien pour ça que Merkel s'y intéresse. Or, Merkel, on ne peut pas la soupçonner quand même d'avoir des bontés excessives pour Poutine. Là, on voit où c'est géopolitique, c'est qu'il a voulu faire un vaccin aussi. Et si réellement, à mon avis, Poutine était un révolutionnaire, ce qu'il n'est pas, il aurait fait tout simplement un traitement. C'est-à-dire, il a senti que dans la course... mais prêt. Mais pourquoi pas faire le truc ? Je veux dire, moi je serais russe si j'étais vraiment. C'est-à-dire que si je voulais vraiment être ironique jusqu'au bout, j'aurais fait un traitement. Mais il savait que la course. En l'espèce, la facilité, c'était le vaccin. Je vous signale qu'en Russie, on le pratique, le traitement à l'hydroxychloroquine oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, en tant que russe, je pense que Poutine s'est aligné sur les vaccins, justement pour jouer le jeu géopolitique. Il ne s'est pas aligné, mais non. C'est simplement les scientifiques. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pas tous ensemble, parce que là, je peux vous dire, je vous annonce déjà qu'on va avoir beaucoup de retours des spectateurs et des auditeurs, parce que quand on se parle à plusieurs, ça non, mais Poutine ne s'est pas aligné. Vous savez, il y a une autonomie assez large dans les départements universitaires et dans les laboratoires pour travailler. C'est pas Poutine qui dit... bien sûr, il n'est pas à la fiole. C'est les médecins qui ont créé ce vaccin. Il ne s'est pas du tout aligné, Tariq Dali et Patrick Ibar. C'est pas Poutine, ce sont les médecins. Il a vu qu'il y avait des scientifiques qui étaient capables de concevoir un vaccin rapidement, il a lancé. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est pas Poutine qui a décidé d'en faire un instrument de géopolitique. On l'a poussé à le faire parce qu'on l'a dénigré. Voilà, tant mieux pour la Russie. Patrick Ibar, ce sera le mot de la fin. Vous noterez quand même que la France, elle est un petit peu out. La France de Macron, la Startup Nation, elle est pas dans le coup. Parce qu'en fait, on a quoi ? On a les États-Unis qui sont... en fait, c'est le prête-nom des GAFA, avec Bill Gates en particulier. Vous avez la Chine, vous avez la Russie, et nous, au milieu, on n'est plus acteurs, on est consommateurs. Vous parlez de la France, vous parlez de l'Europe. En Europe, il y a eu de l'Union européenne. Mais l'Union européenne, pardon, le laboratoire d'Oxford est à l'origine d'un l'Union européenne, on est lié par l'agence du médicament européen qui nous dit si oui ou non on a le droit ou pas le droit de se vacciner ou pas. Dernière petite remarque, ça fait 20 minutes qu'on parle de vaccins.
on n'a pas parlé de traitement, parce qu'on on est deux. Alors, je sais que quand on est en France, les traitements existent. On a l'impression que c'est une maladie qui ne se soigne pas, qui est incurable. Voilà. C'est quand même bizarre, ça mériterait une émission complète parce que il y a quand même un traitement. Vous savez pourquoi? C'est que les vaccins concernent tout le monde, les traitements concernent que les malades. D'accord, mais quand on est malade, on est traité. C'est pas bon. Oui, mais c'est pas bon. Le traitement, le traitement, c'est quand on est malade. Le vaccin, c'est pour pas que ça revienne. Donc normalement, quand on est malade, on n'est pas vacciné. Que les gens qui vont être vaccinables. En l'espèce, la sortie de crise. Ok, en l'espèce, la sortie de crise pour le moment, c'est-à-dire sur les 6 mois qui viennent, c'est le vaccin. C'est pas le traitement. Parce qu'on a décidé qu'il en serait ainsi. Le médicament, c'est très utile. C'est parce que alors quoi. Je veux bien prendre ça. Parce que même les personnes vaccinées, on leur dit les gestes barrières, c'est toujours d'actualité. Le masque, c'est d'actualité. Tout ça, c'est un tunnel sans fin. Et puis en fait, vous avez pris un shoot de vaccin, il en faut 2, il en faut 3, il en faut 4. Tout ça est une. Chers amis qui nous regardent, vous avez remarqué à quel point j'ai du mal à tenir l'attelage. Vous avez remarqué que j'ai un cheval à droite qui tire pas dans la bonne direction. C'est pas grave, on va se retrouver pour le deuxième sujet. Je vais avoir resserré tout ça à la pause. Vous verrez des traces sur leur visage. Allez, on se retrouve. J'espère que vous ne me croyez pas. À tout de suite. Rebonjour, sujet numéro 2. La campagne des régionales. Alors, elle devait avoir lieu en mars. Elle aurait pu avoir lieu en septembre. Je parle de 2021. Certains ont même envisagé 2022, c'est-à-dire après les présidentielles. Finalement, après l'élection présidentielle. Finalement, elle aura lieu les 2 derniers dimanches de juin. Est-ce finalement une bonne idée que de maintenir cette date de juin? Parce qu'on peut quand même se poser une question démocratique, c'est est-ce qu'il y a un temps suffisant pour la campagne, pour aller vers l'électeur? Tariq Dali. Il y a 2 questions. Ouais. La deuxième question, le temps n'est effectivement pas suffisant pour la campagne. On ne va pas faire campagne. De toute façon, rappelez-vous ce qui s'est passé pour les municipales, il n'y a pas eu de campagne. On n'a parlé que du virus chinois pendant toute la campagne. Mais là, c'est une bonne idée, une mauvaise idée, il n'y avait pas le choix. On ne va pas reporter les élections ad vitam aeternam. La démocratie a un temps. Le mandat était de s'achever en mars dernier. On l'a déjà reporté, comme vous l'avez très bien dit. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le problème, c'est la deuxième question, c'est comment va-t-on faire campagne électorale? Et il n'y aura pas de campagne. Et ça, malheureusement, je pense que c'est voulu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Macron, il a été élu à la présidence de la République il y a 4 ans parce qu'il n'y a pas eu de campagne. Il a été élu parce qu'on n'a parlé que des costumes de Fillon. Bien. Donc là, l'année dernière, il n'y a pas eu de campagne au municipal, on n'a parlé que du virus chinois. Là, on reparlera c'est pas la faute du président Macron s'il y a un virus. Non. Et s'il tombe au moment des élections municipales. C'est pas la faute de Macron s'il y a un virus, mais c'est la faute de Macron d'avoir décidé de pousser les médias à foutre la trouille à tout le monde, à faire croire que c'était la peste noire qui nous tombait dessus, que c'était pire que la grippe espagnole, qu'on ne parle que de ça dans les médias, que les médias sont instrumentalisés dans ce sens, qu'on envoie des médecins de Molière de plateau télé pour foutre la trouille aux gens, pour qu'on ne parle que de ça. Je suis navré. Tariq, ça veut dire Tariq, que vous, votre position, c'était on maintenait ces élections en mars 2021 ? Les élections, d'ailleurs, vous remarquerez que dans la plupart des pays d'Europe, elles se sont tenues dans d'autres pays, oui. Elles sont tenues à date. Les élections étaient prévues en mars 2021. Il fallait qu'elles se tinssent en mars 2021. Bon, elles ne sont pas tenues. On les a reportées de 3 mois. D'ailleurs, j'observe que c'est l'ancien président du Conseil constitutionnel qui a dit on peut les reporter raisonnablement de 3 mois, mais pas davantage. Sinon, on ne fait plus d'élections. À ce moment-là, on va reporter le mandat de Macron, comme avait fait M. Gbagbo Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Il y a un virus, j'y reste. Enfin, à ce moment-là, non, attendez, faut être raisonnable. Là, vous êtes sur la présidentielle, on n'y est pas encore. Oui, mais attendez, la présidentielle est en train de se jouer pour pousser le virus jusqu'au bout. On ne parlera que du virus pendant 1 an et il n'y aura pas de campagne électorale. Et le match sera installé entre Mme Le Pen et M. Macron parce que ça arrange tout le monde. Ça les arrange tous les deux, en tout cas. Ces élections régionales. Moi, je crois que le coronavirus, c'est un peu le prétexte facile pour répondre à tout. C'est il y a le coronavirus, donc il n'y a pas d'élection. Non, donner la parole au peuple, c'est toujours une bonne chose. Donc je suis pour les élections. Je suis pour que les élections se tiennent au mois de juin. Maintenant, il n'y a pas que les régionales, il y a les départementales. C'est vrai. Il y a 2 élections.
élection. Et le problème de Macron, c'est lequel? Le problème de La République En Marche, c'est lequel? C'est la chronique d'une défaite annoncée. Ils vont se prendre une raclée. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas avoir une défaite qui soit trop proche de l'élection présidentielle, parce que Macron, semble-t-il, a peut-être dans l'idée de se représenter l'année prochaine. On verra bien. Maintenant, sur l'échiquier politique, avec les départementales et puis les régionales, Macron, il va perdre les 2 tours. Donc il sera en échec et mat l'année prochaine. Ça, c'est donc il avait intérêt à ce que les élections soient en juin, voire même en mars. Mais bien sûr, il avait intérêt à ce que ce soit reporté peut-être le plus tard possible, après peut-être les élections présidentielles. Allez savoir. Ça, c'était le plus extrême de... Mais c'est pas possible, parce qu'à un moment donné, dans une démocratie, il faut quand même pouvoir donner la parole au peuple. Et on est quand même, dans une démocratie, il faut que le peuple puisse s'exprimer, au moins de temps en temps. Ça serait bien, quoi, voilà. D'accord. OK. Autrement dit, le président Macron a bien fait de maintenir les élections en juin. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix parce que sinon il se prenait une révolte. Les gens, ils ont besoin de s'exprimer. Il faut que les gens puissent s'exprimer parce que s'ils ne s'expriment pas dans les urnes, je suis désolé, mais ils s'expriment dans la rue. Après, on se retrouve avec des problèmes de gilets jaunes comme on l'a évoqué dans le précédent sujet. Oui. Il faut que les gens puissent dire ce qu'ils pensent. Il faut que dans une démocratie, les gens puissent aller voter. Voilà. D'accord. Laurent Arthur Duplessis. Oui, j'adhère tout à fait à ce qui a été dit. Il y a un effet d'aubaine, manifestement, qui est exploité au maximum en France, mais qui l'est dans des mesures variées dans d'autres pays, un effet d'aubaine qui est que les pouvoirs en place effectivement utilisent et même cultivent la phobie, la psychose, l'hystérie collective sur ce virus pour geler les revendications sociales, geler empêcher les manifestations d'opposition et en quelque sorte statufier la vie politique dans une immobilité. Et la figer à un moment, voilà, comme si on ne pouvait plus faire bouger la photo. La figer complètement. Oui. Et ça, manifestement, il y a un effet d'aubaine. Et effectivement, tous ces médecins qui pérorent sur les plateaux de télé, c'est toujours les mêmes. Il y a par exemple une association de 30 000 médecins qui sont pour la liberté de prescrire. On n'en parle jamais dans les médias de masse, dans les médias du système. Pourquoi Christian Péron a disparu des plateaux de télé? Il vient de commettre un livre qui est remarquable, dans lequel même il y a même des traitements qui sont expliqués. Lui, il a complètement disparu, il a même été radié. Tous ces médecins qui sont dissidents, donc évidemment, on les instrumentalise pour empêcher les élections. Il n'a pas été radié de l'ordre des médecins quand même. Non, mais viré de l'hôpital Bichat ou Garches, de l'hôpital de Garches. Et effectivement, il y a un effet d'aubaine. Et cet effet d'aubaine est tel que, évidemment, il y a tout un complotisme qui peut se développer à cette occasion pour dire que le virus est une espèce de chien de chasse qu'on a lâché dans la nature délibérément, ce qui est absurde, évidemment. Mais néanmoins, l'effet d'aubaine existe bel et bien. Et il est vrai que c'est très grave, ça, parce qu'on carbonise la vie économique, on carbonise la vie politique, on carbonise tout. On va avoir un désastre économique en France qui est absolument gigantesque, une série de faillites comme on n'en a jamais vu, et tout ça parce que on joue sur des décimales de mortalité, des décimales de contamination, etc. Et c'est un épisode sans précédent. Il y a eu des épisodes de grippe qui ont fait 30 000 morts par le passé, on n'en parlait pas. Bien sûr. Autre temps, autre mœurs, ce dont vous parlez, c'est les années 70, me semble-t-il. Oui, c'est la ville de Hong Kong de 1969. Oui, 69. Ouais. Bah oui. Effectivement, à l'époque, les médias sociaux n'existaient pas. Il y avait 2 chaînes de télévision. Il y avait 100. On parle vraiment d'une époque très différente. On n'avait pas séquestré un peuple entier pendant un an. On n'avait pas empêché les gens de travailler pendant un an. On n'avait pas empêché les gens de circuler. En fait, on empêche les gens de vivre, soi-disant, pour les empêcher de mourir. Moi, je me souviens d'une remarque de Laurent Arthur Duplessis qui disait que c'était la peur de la mort, en fait. C'était le fait que, dans notre société, la mort étant inexistante, le moindre petit événement fait peur à tout le monde. Mourir déprimé. Merci pour le scoop. Mais alors, les élites profitent justement de cette fragilité croissante sur le plan psychologique des gens, fragilité qu'on retrouve même en Chine maintenant, cette peur de la mort, pour hystériser cette peur, pour la pousser à son paroxysme et ainsi geler complètement la vie politique, la vie syndicale, etc. C'est en ça que c'est extrêmement grave. Romain Guérin, Macron, il aurait dû les reporter à très loin, les régionales, les maintenir en mars,
La décision de juin est la bonne? Qu'est-ce que vous en pensez? J'en sais rien, c'est de la politique politicienne. Juste 2 petites remarques. Quand monsieur dit que c'est absurde de penser qu'un virus peut être une arme bactériologique, je veux juste qu'on puisse se poser la question. Parce que déjà, quand on voit quand les colons sont arrivés en fait, donc aux États-Unis, enfin, ça s'appelle pas les États-Unis, ça s'appelle que l'Amérique, il y a déjà eu, on leur file le typhus, le machin. Enfin, oui, mais ils ne sont pas venus exprès avec le typhus. Non, mais d'accord, mais à un moment donné, ce que je veux dire, c'est qu'il qu'il faut avoir de la. Non, mais il faut juste, je dis juste, c'est une parenthèse, une respiration de la pensée. Je ne sais pas qui quoi, mais au moins qu'on puisse se poser la question. Non, mais après, quand monsieur a dit qu'il n'y a pas eu campagne pour les dernières élections, c'est vrai qu'il y a une campagne de très bas étage. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est la gueule de Macron et de Brigitte sur tous les canards, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant que. 28 couvertures de Paris Match sur un an. Voilà, ça, c'est les élections. Voilà. Ça, c'est les élections. Mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Macron n'a été élu il y a 4 ans que parce qu'il n'y a pas eu de campagne. Donc là, c'est ce qu'il souhaite. Mais ça s'appelle quoi faire campagne. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui a un sombre ministre, sorti de chez un Rothschild ou je ne sais quoi, qui devient du jour au lendemain, même au fin fond de la Creuse, en fait, on le connaît. Il y a eu campagne pendant justement que Fillon, qui lui était un lâche et un traître, a fait justement, n'a pas, si vous voulez, vu l'ampleur de la chose. Ça, c'est une parenthèse. Sur votre question, je pense que quelle est la polémique? C'est-à-dire qu'il fallait, je crois qu'ils ont accepté, parce que c'est les maires qui ont décidé aussi, est-ce qu'il fallait conserver la date initiale? Ils ont été consultés. Donc il me semble que les maires, c'est eux qui gèrent un peu quand même les bureaux de vote et tout. Ils sont exprimés, je crois, de façon écrasante pour garder juin. Mais est-ce que la question sanitaire n'était pas le paravent d'une question plus stratégique? Moi, ce qui m'emmerde en tout cas de la politique, parce que moi, la politique pour moi c'est des idéaux et c'est sauver mon pays, mais là effectivement on a une tactique. Est-ce que Macron aurait intérêt à les maintenir, à les avancer, à pas les avancer? J'ai vu un article du Monde, il y a des gens qui font le boulot de Macron lui-même, qui disent finalement, si Macron il veut être sûr de gagner les présidentielles, il faudrait avancer les législatives. Voilà, on lui donne ça. Donc, je pense que là, d'abord, c'est constitutionnellement, c'est plus possible. Il semble que si. C'est plus possible. Dans l'article du Monde, il dit il faudrait qu'il dissolve le Parlement. Voilà. Il fait une dissolution de l'Assemblée, et puis voilà. Et comme ça, les gens votent principalement pour des partis mainstream. Je sais pas qui résonne. Je sais pas, Romain, je sais pas qui résonne comme ça, mais au contraire, les dernières présidentielles. Non, sans doute un éditorialiste du Monde, mais au contraire, l'inversion des calendriers a amené justement à ce que l'élection du président déclenche quasi automatiquement une majorité à l'Assemblée nationale. C'est un scandale démocratique. Ce qui peut être mis en cause, effectivement. C'est un scandale démocratique. Laurent Arthur Duplessis, vous vouliez Je voudrais juste répondre réagir ce que je dis précisément sur la fabrication du vaccin. Je pense que, comme le dit le professeur Montagnier, par exemple, c'est une création de laboratoire. Ça, ce vaccin, le virus, c'est une création de laboratoire. Okay. Et d'ailleurs, Montagnier dit, parce qu'en effet, on ne peut pas. Et la nature mettrait énormément de temps à assembler un bout de malaria avec un bout de VIH, etc. Ça prendrait des centaines de milliers d'années. Nobel qui a été également banni et fait passer pour fou. Voilà. Ça, je le dis. Et qui bosse l'AGECO aujourd'hui parce que tout le monde le prend pour fou. En fait. Mais ce que je pense aussi, c'est que le virus ne s'est pas échappé délibérément par volonté délibérée du laboratoire. Je pense que c'est une négligence d'un employé. Il faut connaître un peu les Chinois. C'est absurde. Je faisais mes 1000 parenthèses. Non, mais d'accord. Il y a des généraux chinois qui ont écrit la guerre hors limite, c'est-à-dire qu'ils ont conçu une guerre qui n'était plus une guerre d'armes. Si je peux terminer. Et ça peut être une guerre d'influence. Je dis simplement que dans la mesure où on lâche un virus comme ça, il faut arriver à le contrôler. Et pour arriver à le contrôler, il faut avoir l'antidote soi-même. Il est très bien fait, eux. Non. Parce que pendant qu'ils dansaient en boîte de nuit, nous, on a des masques et puis on est confinés. Donc, ils ont quand même immobilisé leur économie pendant très longtemps, les Chinois. Et effectivement, manifestement, ils n'avaient pas l'antidote. Économiquement, peut-être que ça profite aussi. Et ils vaccinent extrêmement peu en Russie, en Chine. Très peu. Et donc, ils sont à la merci d'entrants avec des variants type sud-africain ou type brésilien. Donc, la théorie de la Chine manipulant le virus
et puis le virus lui échappe, est quand même difficile à croire. C'est pas une théorie, je dis que chaque hypothèse n'est pas absurde, et il faut le penser en tant qu'intellectuel. Je veux dire, moi je suis issu de Descartes, qui doute, pense et même existe. Moi je veux dire, après, si on me démontre que c'est absurde, je dirais que c'est absurde, mais bon, a priori, pourquoi s'interdire de le penser, c'est tout. Non, dans tous les cas, là, pour revenir aux régionales, les régionales sont aussi le moment pour départager des candidats futurs au présidentiel. À droite, c'est particulièrement vrai. C'est particulièrement vrai avec Valérie Pécresse, c'est particulièrement vrai avec Bertrand, et c'est particulièrement vrai avec Laurent Wauquiez. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour le Rassemblement national de briller, puisque particulièrement dans la région Nord. Pas que. Vous avez d'autres régions dans lesquelles le Rassemblement national sera très présent et est en passe de gagner les élections. Maintenant, l'objectif de Macron, alors peu importe que le virus il soit issu ou pas d'un laboratoire, à la limite, je ne dis pas que c'est secondaire, mais maintenant il est là, il faut faire avec, et Macron l'utilise, peu importe l'origine du virus. Macron l'utilise pourquoi ? Parce que pour lui, son objectif, c'est d'être éventuellement réélu, mais c'est de faire obstacle à l'élection de Marine Le Pen. C'est son seul objectif. Alors il s'agit pour lui de savoir s'il est intéressant ou pas, de maintenir, ou maintenant ça y est, c'est fait, c'est au mois de juin, les élections régionales et départementales. Mais l'objectif, c'est 20 et 27, premier tour le dimanche 20, deuxième tour le dimanche 27. Ça a été redécalé une petite semaine, on se demande pourquoi. Mais l'objectif, c'est de faire obstacle à l'élection de Marine Le Pen l'année prochaine, en 2022. Voilà, c'est tout, c'est son seul objectif. Mais après, en ce qui concerne Pécresse et puis Bertrand et les autres, on a l'impression d'assister à un match de deuxième division. Là. Il s'agit de savoir lequel va faire 10% au premier tour de l'élection présidentielle l'année prochaine et lequel, à 20h01, va appeler à voter pour Macron au deuxième tour. Voilà, c'est tout. Quoi. Donc pour moi, ça me semble un petit peu secondaire. Pardon, Patrick Ivard, vous êtes impliqué en politique. On va revenir au troisième sujet. Mais est-ce que ce ne serait pas aux politiques d'être créatifs pour faire une campagne régionale digne de ce nom ? Parce que, effectivement, on est d'accord, c'est la faute d'Emmanuel Macron, c'est la faute du virus, il n'y aura pas de campagne parce que les médias sont contre la politique. Mais enfin, est-ce que ce n'est pas à un moment ou un autre au parti de prendre les choses en main ? Bien sûr, parce que de toute façon, il y a une évolution des mentalités des gens, il y a une évolution des technologies, ce qui fait qu'une campagne électorale, c'est pas simplement les affiches à la sortie du marché, les tracts à la sortie du marché. Et les gens vont encore au marché. Hein. Ils y vont encore au marché, les gens. C'est aussi un endroit où on peut rencontrer les gens. C'est ça, mais c'est pas que ça. Oui. Alors bien sûr, les meetings, ça va être un petit peu compliqué, parce que je vois pas les gens respecter les distances et puis les masques sur les figures et autres. Ça risque d'être compliqué. Ouais. Maintenant, vous avez quand même en 2021-2022, vous avez l'émergence des réseaux sociaux, vous avez l'émergence on va les citer, Twitter, Facebook et autres, qui font qu'on fait campagne d'une autre manière. Et on arrive à toucher les gens directement chez eux dans leur salon en tweetant un message. Tout le monde le lit. C'est vrai de Macron, c'est vrai de Marine Le Pen, c'est vrai de tout le monde. Donc il y a une évolution de la manière de faire campagne électorale en 2021 et en 2022. Il s'agit pour les partis politiques de s'adapter à cette évolution de la technologie, de s'adapter à l'évolution de la mentalité des gens, de façon à toucher les gens et leur dire écoutez, nous voilà ce qu'on propose pour telle élection, c'est tout, c'est comme ça que ça va marcher. Alors, il y a une question, c'est la question du passeport vaccinal. On a vu que les maires, vous le disiez, Romain, que les maires ont approuvé le fait que les élections sont maintenues en juin, mais se pose la question des assesseurs. Puisque un bureau de vote, je ne sais pas combien parmi vous ont déjà tenu des bureaux de vote. Moi, je le fais régulièrement. Là, il y a un vrai souci, c'est que beaucoup d'assesseurs vont dire, mais est-ce que les uns sont vaccinés? Est-ce que les autres ne le sont pas? Avez-vous un test PCR? On peut imaginer ce genre de réaction. Comment on va résoudre cette question qui est pratico-pratique, mais qui implique que des élections peuvent avoir lieu quand il y a un bureau de vote. Et pour qu'il y ait un bureau de vote, il faut qu'il y ait une urne, et autour de l'urne, il faut qu'il y ait des gens qui la surveillent. Comment ça marche ? Ça va être compliqué, mais je pense que les gens vont avoir des tests PCR de 48 heures ou 3 jours avant l'élection, de façon à pouvoir participer à l'organisation et être assesseur. Je crois que ça va se limiter à ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend l'avion ? Je ne vois pas pourquoi on pourrait prendre l'avion, éventuellement avec un test PCR, et pas tenir un bureau de vote quand on est assesseur avec un test PCR. Ça, c'est la question du passeport vaccinal, du passeport de santé. Je reviens à ce que je disais, c'est que depuis un an, on est dans ce que j'appelle une phobocratie. Le gouvernement par la trouille. Et le problème, c'est, attendez, un bureau de vote, on peut tenir un bureau de vote à 2 mètres avec un type à 2 mètres. Puis voilà, franchement, il faut arrêter de foutre la trouille à tout le monde, de dire, voilà, vous pouvez pas ceci, vous pouvez pas cela, si vous avez pas... soyons sérieux. Comment on fait dans les entreprises ? Dans les entreprises, on arrive, il y a des boîtes quand vous entrez, il y a un type qui vous prend votre température, et puis tous les 3 mois, tous les
4 mois, on fait faire des tests aux gens. S'il y en a qui sont positifs, on leur dit vous restez chez vous 8 jours et vous revenez. Mais arrêtons de foutre la trouille à tout le monde. On peut tenir des bureaux de vote. Dans le métro et au supermarché, il y a des cohues tous les jours. Il y a plus de cohues que dans un bureau de vote. D'autant plus de cohues que le couvre-feu à 7h fait qu'à partir de 17h30, 18h, c'est bondé dans les supermarchés. Et là, il y a un vrai problème démocratique, c'est que vous avez dit tout à l'heure, une campagne électorale, encore faudrait-il qu'ils aient quelque chose à dire. Ça fait quand même un an que l'opposition, j'entends pas beaucoup de gens dans l'opposition dire arrêtez de nous foutre la trouille. Vous parlez de quelle opposition? Parce qu'on peut dire qu'il y a à la fois le Rassemblement national, mais je n'ai pas beaucoup entendu le Rassemblement national se plaindre. Il n'existe pas. Je n'ai pas. Excusez-moi, parce que monsieur nous disait. J'ai pas beaucoup entendu le Rassemblement national se plaindre que les gens soient séquestrés, que les gens ne puissent pas aller au resto, etc. Je n'ai pas beaucoup entendu. Qu'est-ce qui n'existe pas? Attendez, Patrick. Il est en train d'agiter la mouletta. Monsieur nous disait qu'il y a plein de façons de faire campagne. Moi, je vois, et Dieu sait si, vu ce qu'il a fait au Front National, j'ai pas a priori beaucoup d'amitié pour Florent Philippot, mais aujourd'hui, c'est lui qui, depuis plusieurs mois, bat le pavé. Je vois pas Marine Le Pen le faire. Moi, je vous dis pas que je suis allé sur le site pour pouvoir renouveler mon adhésion, parce que j'ai adhéré au départ. J'avais beaucoup d'espérance en Marine Le Pen. Elle me déçoit sur tous les points de vue. Qu'est-ce que j'ai vu? Que si je voulais prendre ma carte, qu'est-ce que j'avais comme cadeau? Un pins FN, non, un masque. Voilà, donc non mais demain il y aura peut-être des fers aussi. Là je me sens un petit peu mis en cause là. Un sac de prison. Non mais c'est pas vous monsieur. Vous monsieur vous êtes là et vous m'êtes tout à fait sympathique. Je dis juste qu'on parle d'opposition. Marine Le Pen, je crois que dernièrement elle nous a dit le vaccin pour tous c'est génial. Les enfants il faut qu'ils soient en fait à la maison. Elle n'est pas d'opposition. Elle ne l'a jamais été. Là vous anticipez sur le sujet suivant. Elle n'était pas là. Gilets jaunes elle n'était pas là. Et aujourd'hui à part Florent Philippot. Et moi je suis. Non mais moi je suis honnête. Attendez. Non. On n'a dit pas. Moi je suis honnête. Tous ensemble, Romain. Non mais on a dit pas si je pouvais juste. Je termine juste. Je finissez. disais que au départ je n'ai pas d'affection particulière parce que je pense c'était celui qui murmurait à l'oreille de Marine Le Pen qui a bien voulu l'entendre. Je pense qu'il a été de très mauvais conseil pour la dernière campagne. Mais quand je vois quelqu'un qui est courageux et qui est le seul homme politique actuel avec d'autres, parce qu'il y a des gens du Parti de la France, etc. qui le font, je le dis. Moi je vois personne du Front National battre le pavé. Nous dire dictature sanitaire, bolchevisme sanitaire. En fait, il y a un point de liaison entre Tariq et vous, Romain, c'est que vous pensez qu'en réalité, pour faire de la politique, il faut avoir un courage physique qui consiste à faire abstraction du danger. Terrorisé par un virus qui fait 0,05%. Non, et c'est juste que quand on est dans l'opposition, il faut s'opposer. C'est tout. Allez, Patrick, mais ça sera juste un petit mot parce qu'on va enchaîner sur un petit mot, mais quand même, la parole est à la défense du Rassemblement national. Heureusement, oui, merci. Mais le Rassemblement national, on est pour la liberté. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent se faire vacciner, qu'ils se fassent vacciner en toute connaissance de cause. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, qu'on ne les oblige pas à se faire vacciner. Voilà, je crois que ça ne peut pas être plus clair. Mais on n'en est pas là. Mais d'accord, mais quand on dit que le Rassemblement national n'a rien à dire, c'est faux. On est pour la liberté des gens qui veulent se faire vacciner, qu'ils se fassent vacciner en toute connaissance de cause, en sachant ce qu'on leur injecte dans le corps. Quant à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, il est hors de question, et ça c'est la politique du Rassemblement national, hors de question qu'on nous impose un passeport vaccinal de façon à ce qu'il y ait des citoyens de première zone et des citoyens de deuxième zone. Parce qu'ils n'ont pas le passeport vaccinal. Donc voilà. Pourtant, on va tout droit vers ça. Alors nous, on s'y oppose. Au Rassemblement national, on s'y oppose. On n'est pas pour le passeport vaccinal. J'ai entendu, et vous allez avoir la parole dans quelques secondes, puisqu'on passe au troisième sujet. À tout de suite. Troisième sujet, union de la gauche, union de la droite. Alors, union de la gauche, le week-end dernier, il y a eu une grande réunion avec la France Insoumise, le Parti communiste, qu'il en reste, les Verts, et puis le Parti socialiste. Ce qui sort de cette réunion, c'est que manifestement, la France Insoumise va rester de son côté. Donc Mélenchon sera candidat à l'élection présidentielle, sans doute avec un agrégat venant du Parti communiste, et qui se dessine un candidat unique qui rassemblerait les socialistes et les Verts. Et le leader des socialistes, le leader actuel des socialistes, M. Faure, a dit qu'a priori, ça pouvait être un Vert. Donc on se dirige vers un camp qui est en train de s'homogénéiser.
Moi, ma question, c'est est-ce qu'à droite, les mêmes choses sont possibles et que, en fait, plutôt que d'avoir un émiettement du vote, il y ait au premier tour de l'élection présidentielle plus d'homogénéité. Allez, Patrick Hivard, je vous lance là-dessus. Alors, la gauche, déjà, on l'élimine parce que la gauche, elle est éparpillée façon puce. Hein. On a vu, ils sont très dans différentes chapelles, islamo-gauchistes ou pas, etc. Donc, oui, effectivement, vous avez raison, je n'ai pas du tout parlé de l'extrême gauche, de ce côté de l'échiquier, mais pour la gauche, on va dire, de gouvernement, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer en termes d'union. Moi, j'y crois pas. En ce qui concerne la droite, la question qu'il faut d'abord se poser, c'est qu'est-ce que la droite ? Qu'est-ce que la droite ? Parce que, moi, effectivement, je suis au Rassemblement national, d'accord, très bien, mais j'ai le sentiment que le clivage gauche-droite, déjà, il est peut-être un peu obsolète, déjà. J'ai oublié de dire que vous êtes un ancien commissaire divisionnaire. J'ai oublié de le dire, je crois que c'est important parce que vous connaissez bien ces questions de sécurité. Parce qu'en fait, oui, je cumule. J'étais dans la police, commissaire divisionnaire, je suis retraité, jeune retraité, et je suis adhérent militant du Rassemblement national. Voilà, donc et spécialiste des questions de sécurité dans ça. Si vous voulez, voilà. Alors, en ce qui concerne la droite, déjà, le clivage gauche-droite me paraît un petit peu obsolète, mais enfin, puisque vous le choisissez, on va le garder. On va parler de la droite. Je sais qu'on peut le mettre en cause. Qu'est-ce que la droite ? Est-ce que la droite, c'est Pécresse ? Est-ce que la droite, c'est Bertrand ? Est-ce que la droite, c'est même Wauquiez ou je ne sais trop quel semi-inconnu qui va se présenter mais effectivement, parce que le clivage, il est plus bon, il est plus tellement bon, il est plus tellement valable, ce clivage. Moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, ce que vous appelez la droite qui peut éventuellement s'allier, j'allais dire se rallier, c'est se rallier au pouvoir en place actuel, c'est-à-dire Macron. J'ai vraiment le sentiment que ce que vous appelez la droite, c'est l'antichambre du gouvernement Castex ou je ne sais trop qui. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se disent mollement dans l'opposition à la République en marche Macron, mais qui, dès qu'on va les sonner, seront les premiers à courir pour prendre une place de ministre, hein, c'est tout. Voilà, ce qui n'est pas le cas au Rassemblement national. Nous, on est vraiment l'opposition, voilà. Oui, alors, il y a un paradoxe qui a lieu en France, et sans doute dans le monde. Actuellement, quand on fait des sondages, les Français sont de plus en plus, se définissent eux-mêmes de plus en plus à droite. Pour autant, on voit bien que l'air du temps est très à gauche, très keynésien. Actuellement, les dépenses de l'État ont totalement explosé. Aux États-Unis, pays du libéralisme, on met des sommes en jeu qui sont des sommes gigantesques en termes de budget. En Europe aussi, dans une moindre mesure. Je crois qu'il faut faire un distinguo entre la question économique et puis la question identitaire, patriotique. Et la question économique, il faut savoir que les notions de droite et de gauche ont fluctué dans l'histoire de la vie politique. Par exemple, en France, au début, il y avait les légitimistes à droite et les libéraux qui étaient à gauche. Ensuite, les libéraux sont devenus la droite et les sociodémocrates et les marxistes sont devenus la gauche. L'écologisme est catalogué comme de gauche aujourd'hui, mais ça a commencé à droite, l'écologisme. Absolument. Et donc, ces notions varient avec le temps. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, avec notamment la pandémie, le keynésianisme triomphe partout, c'est-à-dire l'injection de monnaie par les banques centrales principalement à des proportions jamais vues. Jamais vues. Qui implique un endettement en croissance. Et les États-Unis sont en pointe même, puisque leur plan de relance est absolument gigantesque. Et c'est un plan keynésien, typiquement keynésien. Mais néanmoins, le clivage, il n'est plus là, je crois, sur le libéralisme économique. Tout le monde s'est rallié au keynésianisme par nécessité pandémique. Le clivage, il est sur l'opposition entre mondialisme et identitarisme. Entre ceux comme Macron qui sont profondément mondialistes et communautaristes et multiculturalistes, et puis ceux qui défendent la notion d'identité, de patrie, d'homogénéité culturelle et d'assimilation. Et je crois qu'il est là maintenant, surtout le clivage profondément. D'accord, j'entends. Alors j'entends, Tariq, j'y arrive, mais j'entends qu'en gros, une partie de la droite actuelle se définit comme anti-mondialiste. Mais quel pont va-t-elle trouver avec une partie de la gauche actuelle, et on pourrait citer Mélenchon, qui se définit partiellement au moins comme ça? Oui, c'est-à-dire qu'on a en fait un vaste centre dont Macron est la quintessence. C'est ça. Et ce vaste centre rallie justement le centre-gauche, le centre-droit, c'est-à-dire en fait toutes les sensibilités mondialistes.
Oui. Et quant à Mélenchon, c'est un cas particulier parce que Mélenchon est immigrationniste. Or, il n'y a pas plus immigrationniste que les multinationales mondialistes. Oui, puisque l'immigration induit une baisse du coût du travail. Oui. Ah, bien. Et que les multinationales, qui sont aujourd'hui d'ailleurs des promotrices extrêmement actives de la cancel culture, du décolonialisme, etc., les grandes sociétés aujourd'hui se font les vecteurs de ces messages-là. D'ailleurs, le sociologue québécois c'est pas Bloch-Léné. Mathieu Bloch-Côté démontre ça très brillamment. Ouais, il vient d'écrire un essai là-dessus. Les grandes sociétés capitalistes, mondialistes, multinationales d'aujourd'hui relaient parfaitement le message des campus universitaires américains, message de la cancel culture et du genre et tout ce qu'on veut. Je vais céder la parole à Romain. Romain, ce clivage mondialiste, anti-mondialiste, il vous paraît pertinent? Il est pertinent. Alors, au départ, je croyais que vous posiez la question aussi sur l'union de la gauche. Nous, on n'est pas spécialistes de la gauche, mais je pense que plus on est éloigné, peut-être plus on a une vision de loin. Bien sûr, alors bien bon, de quoi on parle aujourd'hui? Est-ce que c'est Hamon qui trouve qu'il y a trop de blancs à Brest? Est-ce que c'est Clémentine Autain qui soutient le clan Traoré? Est-ce que c'est Mélenchon qui voudrait être une femme noire lesbienne parce qu'il a honte de lui-même? Non mais je veux dire, c'est ça la gauche. Alors moi je suis pas spécialiste de la gauche. Je vois que très clairement il y a quelque chose qui traverse la gauche, parce que vous avez donné l'exemple de Mélenchon comme pendant un peu le clivage J'essaie de trouver un pont. Oui, il fallait dire plutôt Onfray, même si pour Bernard-Henri Lévy, Onfray devient, parce qu'Onfray clairement pour moi n'est pas de gauche. Enfin, il l'est plus en tout cas. Moi je l'ai suivi, j'étais en fac de philo, j'avais lu son traité du rebelle. Je l'ai jeté à la poubelle parce qu'on avait une discussion avinée avec un pote la veille, on avait dit les mêmes choses. Mais bon, c'est quelqu'un qui écrit bien et qui le fait très finement. Oui, il y a effectivement aujourd'hui, ce qu'on appelle la droite et la gauche n'a plus tout vraiment de sens, parce qu'effectivement, ça c'est clair, c'est le mondialisme ou vous avez dit identitarisme. Et justement, c'est là le point de bascule, parce qu'en fait, c'est soit le souverainisme, soit le mondialisme. Est-ce qu'on veut un gouvernement central, alors qui aime les épidémies, les extraterrestres, enfin tout ce qui permet de lier un petit peu dans une... Vous ne vous sentez pas tout seul? Pourquoi? Parce que finalement, tout à l'heure, j'ai essayé de trouver un pont avec la gauche. Il y a un pont. Et que la droite, je suis un peu provocateur, mais je voudrais aller vous chercher. Moi, je parce dis que être identitaire, être souverainiste, oui, s'il y a très peu de gens à gauche qui acceptent ce label, et que finalement, même à droite, il n'y a pas tant de gens que ça pourrait être 20-30% de ceux qui votent pour Marine Le Pen, Florent Hyam, Philippot et d'autres, ça fait pas une majorité. Non, mais justement, moi je vais dire rapidement, c'est que effectivement, ce qu'on appelle le clivage droite-gauche n'est plus le cas. Dans les années, il y a encore 30 ou 40 ans, être de droite, être de gauche, c'était est-ce que vous voulez plus d'interventionnisme, plus de libéralisme? C'est plus le cas. Maintenant, ce qu'on appelle globalement, d'accord, ce qu'on appelle dans un premier degré globalement droite-gauche, c'est est-ce qu'on est Macron en gros, ou est-ce qu'on est plus proche de Marine Le Pen, plus proche de Philippot, etc. Mais après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu le problème. C'est-à-dire que moi, si je parle d'Assolino, si je parle d'Onfray, ok, j'ai ma propre monnaie, ok, j'ai mes propres lois, mais si j'accepte l'immigration comme massive, et n'empêche que l'esprit de droite, et je terminerai là-dessus sur une petite citation, et je vous laisse la parole après, il y a quand même une fois de plus un esprit de droite qui existe, et vu que moi je fais des petites maximes aussi, parce que je suis moraliste comme on dit, je veux le résumer, c'est après avoir vu une intervention de Marion Maréchal qui n'est pas taxée de gauchisme pourtant, je veux rappeler ce qu'est être de droite. Se dire de droite et sortir la carte du social pour combattre l'indigénisme, la carte de la laïcité face à l'islam et la carte de l'assimilation contre l'immigration, c'est à deux fois stupide, ce sont des idées de gauche et elles sont périmées depuis 50 ans. Voilà. Donc ça veut dire que être de droite, c'est l'inverse de ça en fait. Bon, c'est bien. Pour ceux qui auront compris. Voilà. Alors, merci. Tariq Ali. C'est très bien parce que ce qu'il vient de dire, parce que je suis quand même globalement en désaccord avec tout ce qui a été dit. D'abord, moi, je suis, puisque chacun dit à gauche, moi, je suis porte-parole d'un mouvement qui s'appelle la droite libre, qui est issu de l'UMP à l'origine. Le dernier
adhérent de l'UMP à la droite libre, c'était moi, je n'y suis plus non plus. Bien. Pourquoi ? Pour des raisons évidentes. Mais aujourd'hui, venir me dire qu'on on est dans le keynésianisme et on va y rester, je ne l'accepte pas pour une raison toute bête. C'est que nous sommes le pays le plus fiscalisé, le plus soviétisé du monde. On va finir l'année à 63-64% de dépenses publiques. Venant de 57. Venant de 57. Venant de 57-58, soit 6-7 points de plus que la moyenne de l'Europe. 10% de plus. Voilà, exactement. Donc il va falloir s'arrêter un jour. Donc de toute façon, les objectifs de défiscalisation, de réduction de la dépense publique, d'être raisonnable et de libéraliser un peu l'économie existent toujours pour moi. C'est quoi la droite ? La droite, c'est les conservateurs, c'est les libéraux. Les libéraux étaient passés à droite à cause du rideau de fer. Mais aujourd'hui, en France, je suis désolé, on a besoin de libéralisme. Donc, mais si on veut revenir à la droite, tout à l'heure, on parlait de Marine Le Pen. Union de la gauche, union de la droite. Oui, il y avait un parti qui l'avait fait. Oui. Ça s'appelait le Front National. Il y avait Marine Le Pen, il y avait Florian Philippot à gauche, il y avait Marion Maréchal à droite. Elle les a virés tous les deux. Donc, très bien. Donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste Steve Brivois et Marine Le Pen, qui n'est pas de droite. Mais enfin, elle avait une aile droite, dont elle s'est débarrassée. Elle avait une aile gauche, qui était patriote. Mais effectivement, on peut concevoir autour des questions d'identité, autour des questions de sauvegarde du peuple français. Et en même temps, comme dirait Macron, de la dette, de la dépense publique et de la baisse de la fiscalité, on peut trouver un terrain d'entente. Le problème, c'est qu'effectivement, qui va porter cela ? Franchement, je ne le vois pas, à l'exception peut-être d'Éric Zemmour, bien qu'il ne soit pas assez libéral pour moi, mais enfin, je n'y crois pas du tout. Aujourd'hui, je termine là-dessus, Marine Le Pen avait la chance. Elle a chassé les deux ailes. Maintenant, je ne sais pas trop ce que ça va donner. D'ailleurs, il y a un article dans Le Figaro, je termine très vite, intitulé d'une journaliste économique. Une bonne lecture, Le Monde pour Romain, Le Figaro pour Tarek. Et la droite. Il faut savoir que chez les Républicains, il y a des gens qui sont pour le retour de l'ISF. Il y a des gens chez les Républicains, il y a un certain Guillaume Pelletier qui a dit qu'il fallait il fallait instaurer une nouvelle taxe. Voilà où nous en sommes. Alors de la droite comme ça, excusez-moi, j'en veux pas. Oui. Alors on parle de souverainisme. Je vais aller un petit peu vous chercher, Monsieur Yvar, parce qu'on voit bien que le Front National, pour élargir son assiette électorale, a abandonné l'abandon de l'euro, on va dire, rester au sein de l'euro et rester au sein de l'Europe. Qu'est-ce qui finalement va aller dans le sens de ce que dit Laurent Arthur Duplessis, c'est-à-dire deux camps, l'un souverainiste, l'autre mondialiste, quand celui du souverainisme est peut-être de moins en moins souverainiste. Ce qui est formidable, c'est que tous les sujets nous ramènent au Rassemblement national, ce qui est bien la preuve que finalement on est un peu au centre des choses parce qu'on ose parler des vrais problèmes, quoi qu'en pensent certains. Voilà, on est vraiment au centre des choses. Alors là, vous posez une question qui me semble essentielle, c'est la différence qu'il y a entre souverainisme et identité. C'est pas tout à fait pareil, mais je crois que c'est complémentaire. Bien contre ça. Alors en ce qui concerne l'euro et en ce qui concerne la monnaie l'euro et puis l'Union européenne, vous inquiétez pas, ça va se casser la figure tout seul. C'est juste une question de temps. Pour l'instant, je veux dire, l'euro, il est sous perfusion comme s'il était dans un service de réanimation d'un hôpital saturé. Et dans pas longtemps, on va plus avoir assez d'oxygène. Donc, il va bien falloir qu'on se rende à l'évidence, quoi. Ça marche pas. Ça tient pas. Oh ben non, on va le laisser finir de sa belle mort. Donc c'est un repli tactique de la part pas tous ensemble. C'est un repli tactique de la part de Marine Le Pen sur ce point. C'est pas un repli tactique, c'est la réelle politique. C'est un peu comme le coronavirus. Il y a des gens de bonne foi, ils ont peur du coronavirus. Ce sont des gens formidables, j'en connais, mais ils ont très peur du coronavirus. De la même manière, il y a des gens de bonne foi, ils se disent mais si l'euro disparaît, je vais être ruiné, je vais perdre tout mon argent. C'est pas vrai ni pour l'un ni pour l'autre. Bon, maintenant il faut en prendre acte, c'est tout, c'est comme ça. On peut pas forcer les gens on essaie de les convaincre. On peut pas forcer les gens à se rendre compte que l'euro est une catastrophe et que le coronavirus, malgré tout, ça peut se soigner aussi. C'était aussi une manière pour Marine Le Pen que de séduire une partie de l'électorat qui ne voulait pas voter pour elle, particulièrement les personnes âgées, les retraités. Mais quand vous dites séduire, ça peut peut-être vouloir dire qu'on change d'avis. Non, on ne change pas d'avis, on dit simplement on prend en compte vos inquiétudes. D'accord. On est là pour vous. Faire de la politique, c'est quoi ? C'est être au service des autres, c'est pas imposer ses vues, sinon c'est de la dictature. Quand on est dans une démocratie, on écoute les gens. On parlait de la campagne électorale, tout à l'heure on va sur les marchés, on discute avec les gens. Moi je suis beaucoup sur Twitter, je discute avec
les gens. Je tiens compte de leurs inquiétudes, je tiens compte de ce qu'ils pensent. À partir du moment où ils pensent quelque chose, il faut qu'après, les hommes politiques en soient leur porte-parole. Et qu'une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, élus par ces gens-là, ils puissent mettre en pratique les politiques qui correspondent à ce pourquoi ils ont été élus. C'est pour ça que j'en viens aux élections. C'est très bien qu'il y ait des élections. Et moi, j'en demande plus des votes du peuple. Moi, je pense des référendums. Parce que pour les grands problèmes qui concernent l'immigration, qui concernent l'identité, qui sommes-nous, est-ce qu'on veut que la France change, est-ce que c'est bien qu'elle change, toutes ces questions-là, on n'a jamais posé la question aux Français de savoir ce qu'ils voulaient. Donc ça serait bien. Avec un risque pour le pouvoir en place. Mais pardon Tariq, Laurent Arthur Duplessis m'a fait soulever une question, c'est la relation qu'il y a entre le poids de l'immigration en France depuis 40 ans et le poids de la fiscalité en France. Oui. En effet, si. Mais vous n'y connaissez rien en économie, alors. Attendez. Bien sûr qu'il y a un lien, c'est évident qu'il y a un lien. Il y a un lien quand vous regardez département par département toutes les dépenses de l'État et des collectivités locales liées à l'immigration et à ses conséquences directes et indirectes, il y a un lien énorme, absolument énorme. Mais encore faut-il se pencher dans la question économique et en avoir une connaissance. Voilà, vous m'avez donné voilà pour moi la droite, c'est celle-là. C'est-à-dire, il y a une immigration qu'il faut contrôler. En contrôlant l'immigration, on réduira la dette. Et en réduisant la dette, on pourra retrouver notre souveraineté monétaire. Parce que imaginez de quitter l'euro, c'est bien gentil de dire l'euro c'est une catastrophe. Mais si on s'en va et que les taux d'intérêt montent à 10, 15, 20% avec le franc, très bien, c'est gentil ça. On fait quoi? Donc, contrôler l'immigration. Ouais, c'est la stopper et réémigrer. La stopper d'abord et puis voilà. Parce que vous parliez des marchés tout à l'heure. Moi, j'y ai travaillé sur les marchés et le grand remplacement, les gens savent de ce que ça veut dire. Et même des étrangers. C'est-à-dire que, oui, mais il me semble que Marine Le Pen a dit que c'était une théorie d'extrême droite en fait. Quoi donc le grand remplacement. Non, elle voilà. a Si, elle a critiqué. Elle a dit que ça n'existait pas. Mais très bien. Mais moi, je sais que sur les marchés, ça existe. C'est assez intéressant parce que le sujet, c'est union de la gauche, union de la droite. Autrement dit, comment on arrive au pouvoir? C'est ça que j'essaie de vous faire dire. C'est comment la gauche peut revenir au pouvoir alors qu'elle ne l'a pas été depuis François Hollande. Et comment la droite... Parce que Macron n'est pas de gauche. Ok. C'est pas comme ça qu'elle est au pouvoir depuis la fin de la guerre. Et comment la droite peut-elle arriver au pouvoir? Et est-ce que Marine Le Pen peut arriver au pouvoir s'il n'y a pas une union? Et j'anime ce débat. Mais vous ne vous entendez pas. Pardon. Vous ne vous entendez pas. Non, mais vous parliez quoi des sondages? Vous ne vous écoutez pas, mais vous ne vous entendez pas. Quand il y a des sondages qui sont apartisans sur des questions précises, peine de mort, les Français ok, est-ce que l'immigration trop? Oui. Est-ce que vous êtes pour, appelons ça la réimmigration, le grand rapatriement? Oui, je veux. C'est-à-dire que les Français, quand vous prenez ça, le corps doctrinal des Français, représentez ce que les Français pensent, c'est tout. Et comme ça, peut-être on a une petite chance. Après, on verra bien. D'accord. Non, c'est parce qu'en fait, Patrick y va et ce sera le mot de la fin puisqu'on déborde. Alors très court. Allez-y. On ne parle pas le même langage. On ne parle pas le même langage. Il y en a qui parlent ici sur le plateau de gauche-droite, et puis il y en a d'autres, dont moi, qui parlent de patriotisme et puis mondialisme. C'est pas la même chose. Moi, je suis patriote, et c'est pas un gros mot de dire, et c'est pas ringard non plus de dire qu'on aime la France. Je suis désolé, mais on peut s'appeler Dali ou on peut s'appeler Ivars. Oui, mais vous, c'est Arthur Duplessis, c'est pas pareil. Tandis que Dali et Ivars, c'est pas français non plus. Je suis pas d'origine française, et je suis pas né en France de métropole non plus. Mais j'adore la France. La France, c'est mon pays. Et le problème, il n'est pas gauche-droite. C'est pas un problème économique. Quand on sera tous, je suis désolé, mais quand on sera tous islamisés, quand nos femmes seront avec le hijab sur la figure, est-ce qu'on pourra dire qu'on est encore la France? Ça sera un autre pays, même si l'économie... Attendez, l'islam était compatible avec la République. Même si l'économie... Excusez-moi, quoi. Même si l'économie... On le laisse terminer parce que... oui, mais il me parle de l'islam. Marine a dit que c'était compatible. Non, attendez, mais il faut bien voir une chose, c'est que si la France change de nature, c'est-à-dire si elle devient un pays... non, c'est en cours, et nous on s'y oppose. Mais si la France change de nature, on pourra dire « Ah, l'économie est florissante ». Mais quand vous paierez en dinars européens, ça sera encore la France? Ça sera quoi? C'est un moyen, enlever le RSA, enlever les allocs, il y a moins d'immigration, c'est un moyen d'économie. La France, elle a une identité. Et je crois que le combat, c'est préserver l'identité de la France. On peut venir d'ailleurs. Mais s'amalgamer à l'identité française et devenir presque plus français que les Français parce qu'on adore la France. Mais ça veut rien dire. Et je crois que c'est ça plus français que les Français. Différence, assimilation, ok, et intégration. Allez,
Bien entendu qu'on ne va pas vous réconcilier. Hein, je suis utopique. On est animé de la même force, évidemment. D'accord. Alors, regardez ce segment de l'émission et vous verrez que l'union de la droite n'est pas fait. Allez, on se retrouve dans 15 jours. L'actualité aura avancé, on en reparlera. À dans 15 jours, donc. Merci.